Donc, je laisse la parole à Marianne Chevalier, qui est codeuse LPC, et qui va parler donc, plus particulièrement du décodage. Bonjour à tous. Moi, je suis très impressionnée de vous entendre. Comme Hélène le disait tout à l'heure, on a beaucoup de peine à mobiliser les gens quand on veut organiser des choses, des après-midi de rencontres, comme on a essayé de faire dans le canton de Genève et sur la côte vaudoise qui a une trentaine de kilomètres. Alors pourquoi le décodage? En 2009, quand j'ai commencé à travailler comme codeuse interprète, je me suis retrouvée face à un petit garçon de 4 ans et demi qui a une récupération auditive de l'ordre de 60% avec ses appareils, qui avait une surdité moyenne à sévère, qui était suivie par une logopédiste à l'ancienne école d'enfants sourds de Lausanne, qui avait fait des ateliers en langue des signes, mais pour lesquels les parents voulaient un projet oraliste. Et en fait, cet enfant, je me suis retrouvée avec lui en classe, et il ne m'en regardait pas. Donc il a fallu déjà quelques semaines pour l'amadouer, et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait besoin de manipuler les choses. Donc j'ai commencé mes petits bricolages, mes petits découpages, faire des petites cartes. J'ai investi dans une plastifieuse, dans pas mal de cartons, dans pas mal de choses. Et j'ai commencé à lui faire des... En Suisse, on aime beaucoup utiliser chez les tout petits la méthode des alphas. Donc j'ai commencé à apprendre mes petits sons. L'école, c'était en 2e Armos, donc grande section de maternelle. L'enseignante commençait à mettre en place les sons simples. Donc j'ai commencé à faire mes petits trains des alphas. Ah, on a la lettre A, c'est Monsieur A. Ah, Monsieur A, je le code comme ça. Et puis ma petite tête, il est où le A sur le bonhomme? Et ainsi de suite, on a commencé à jouer. Et puis mon petit garçon, là, il était bien content, quoi. Il pouvait toucher. Puis après, on rajoutait des petits objets. Et c'est comme ça qu'un peu tout a commencé. J'ai eu la chance, pendant ma formation de codeuse, d'être avec une collègue qui avait sa maman qui était malentendante et qui vraiment, pendant toute la formation, nous a sensibilisés à la lecture labiale. En nous disant, il y a beaucoup de syllabio, vous devez vraiment être attentifs. Et c'est vrai que Nathalie, je pense qu'elle nous a rendu un grand service. Donc après, j'ai fait une formation avec Adalo par rapport au décodage. On avait fait venir ces dames qui avaient mis en place ce matériel. Mais ça me convenait, mais je ne trouvais pas ça assez ludique. J'aime bien jouer, j'ai moi-même des enfants, j'aime bien les jeux de société. Désolée. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir avec du matériel. Donc, comme tout le monde, j'ai créé des choses, et puis on va voir sur Internet. Tous les enseignants font ça aussi. Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de sites où on trouve des choses qu'on peut adapter. Et un jour, je suis tombée sur un mémoire de fin d'études qui venait de sortir, qui s'appelait Le Pirate Codeur. Ça a été le coup de foudre. Vraiment, j'ai trouvé ce matériel extraordinaire. J'avais commencé à collaborer avec un centre en Alsace, du côté de Mulhouse, où là aussi il y avait une codeuse comme moi qui se passionnait pour le décodage. On a repris le mémoire qui était en ligne, parce qu'il y avait beaucoup d'indices, elle avait laissé tout son matériel dans l'annexe, et on a commencé à bricoler une boîte de jeux qu'on a testé chacune de notre côté pendant plus d'une année avec nos différents élèves. Quand on l'a présenté à nos collègues respectifs, tout le monde voulait une boîte, évidemment. Pourquoi vous, pourquoi pas nous? Donc on est parti à la recherche, et puis grâce à la doyenne de l'Université de Bordeaux, j'ai retrouvé l'auteur du mémoire, qui s'appelle Ainidze Olagaray, et avec qui nous avons collaboré pendant presque 4 ans pour réussir à créer ces boîtes de jeux, parce que la Fondation Acapella soit d'accord d'investir de l'argent pour créer ces boîtes qui sont sorties cette année au mois de septembre. Comme le disait Hélène tout à l'heure, actuellement nous avons peu de familles qui codent à domicile. Donc les séances de décodage sont très très rapidement mises en place dès qu'on décide de mettre du code à un enfant en classe. Alors on va avancer. Donc le Pirate Codeur, c'est un jeu qui a plusieurs objectifs. Découvrir et améliorer le décodage tout en s'amusant.
Ça nous paraissait important parce que comme vous allez voir, il y a plein de petits gadgets, de petits outils qui rendent la chose ludique, de manipuler des choses, d'enrichir son lexique et aussi d'améliorer la compréhension de la langue. Il y a 3 niveaux dans le jeu. Le premier niveau va vraiment être mettre en place le phonème, puis la syllabe. On appelle ça chez nous le décodage analytique. Je ne sais pas si vous utilisez les mêmes termes. Le décodage semi-global, c'est la deuxième partie qui sera orange, on a une couleur. Et le décodage semi-global, on va se retrouver dans le mot. Et enfin, le décodage global, on va être dans la phrase, dans le sens, dans la mémorisation. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, ça leur demande tellement d'efforts aussi de décoder syllabe par syllabe, par arriver à la fin de la phrase, là ils ne savent plus ce qu'il y avait au départ. Moi j'ai quelques enfants avec qui je travaille, c'est quelque chose qu'on entraîne. Le public visé par le péradcodeur, il s'adresse effectivement aux enfants sourds ou malentendants de 5 à 13 ans. Par rapport à ce qui était dit dans le mémoire au départ, en l'utilisant pendant 2 ans, parce qu'au final, on l'a plus utilisé qu'Aïmise elle-même, puisqu'elle, entre-temps, a déménagé à la Réunion et qu'elle s'est retrouvée sans enfants malentendants dans sa clientèle, et donc on l'a développé, on a rajouté plus de phrases, plus de choses comme ça au niveau global, puisque les enfants étaient demandeurs. Quand je me retrouvais avec des enfants équivalents d'une 5e en France, et que vraiment ils voulaient jouer à ce jeu et qu'ils trouvaient ça drôle, on s'est dit, oui, c'est là qu'on va réussir à les convaincre que le code, il faut qu'ils continuent. Les professionnels de la surdité, c'est-à-dire les codeuses évidemment, surtout les logopédistes aussi, puisque c'est quand même un jeu créé par les logopédistes au départ, orthophonistes, pour vous. Et puis en Suisse, ce jeu a fait beaucoup d'émules aussi au niveau des enseignants spécialisés, qui interviennent aussi dans les classes avec les enfants malentendants. Un des publics visés, c'est les familles. Et nous, c'était clairement aussi ramener le code dans les maisons sous forme de jeu. On a essayé de le présenter déjà 2 fois lors des week-ends de formation au LPC, où les parents viennent pour apprendre l'espace d'un week-end 2 fois par année dans un endroit fort sympathique à la montagne à coder. On leur a proposé le jeu, et c'est vrai que plusieurs sont repartis avec leur boîte, très enthousiastes, sachant que s'ils ont un souci, ils peuvent toujours consulter leur codeuse ou envoyer un mail au site de la Fondation. Pour le moment, on n'a pas reçu de mail. Alors le jeu se présente par un matériel de base, c'est-à-dire qu'on va avoir un dé magnétique qui va nous permettre de sélectionner le niveau qu'on veut jouer. Donc on va avoir des magnettes qui vont être verts, des magnettes orange et des magnettes violets. Je vous ai ramené une boîte, vous pourrez regarder tout à l'heure et manipuler les différentes choses. Donc il y a 26 antennes qu'on peut fixer sur le dé, et puis 2 jokers pour rendre la chose un peu plus drôle. Je crois qu'un joker c'est passe ton tour, non c'est pas enlever, passe ton tour. Un joker c'est gagner une pièce d'or sans rien faire. Voilà, c'est un peu une récompense. Et puis l'autre manière, c'est l'enfant peut choisir son défi. Dans les différents défis proposés, il a le choix. Donc il y a le sac des 30 pièces d'or, puisque chaque fois que l'enfant va répondre juste à un défi, il a une pièce d'or. Et quand on est plusieurs à jouer, on peut en plus voir la progression de chaque joueur sur une cordelette, où on a des petites pinces de couleurs. Au départ, le jeu était prévu sous une forme de jeu de loi, pour des raisons surtout financières, en raison du coût élevé des aimants. On s'est restreint à un dé magnétique, et qui finalement fait bien notre affaire, parce que comme nos séances de décodage ont souvent lieu sur les pupitres d'école, ils ne sont pas bien grands, et le matériel est assez important, donc c'est beaucoup plus pratique, et on perd beaucoup moins de temps en manipulation à tout moment. Si on voit que l'enfant s'ennuie, ou qu'on veut changer quelque chose pendant la séance de travail, ben c'est possible. Le déroulement du jeu. Alors le joueur lance le dé sur lequel on a fixé les aimants auparavant. On peut tout à fait sélectionner et pas emmener avec soi toute la boîte, qui est quand même conséquente, et en fonction de ce qu'on veut faire avec l'enfant ce jour-là, on trie les cartes.
sachant que tout est répertorié dans un livre de consignes où vraiment tout est classé, on a les photos des cartes, et ça permet de bien se préparer avant. L'adversaire, parce qu'on peut imaginer que c'est des enfants qui jouent ensemble, ça nous arrive parfois lors de nos après-midi de rencontres, comme nous avions fait à Berlin. L'adversaire lit ou code la carte dans le thème choisi, et à chaque réponse exacte de T, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une pièce d'or qui est distribuée. Alors la partie verte du jeu, donc le décodage analytique, on va se retrouver avec 3 thèmes possibles de jeu. Le premier thème serait quels sont. Cette partie-là va vraiment nous permettre de mettre en place le code LPC. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure, où on va avoir la configuration manuelle, donc la clé, la main du LPC, avec des propositions de réponses, et l'enfant doit entourer avec un feutre la réponse qui lui paraît correcte. Idem pour le visage, avec les positions voyelles. Et auparavant, ce qu'on peut faire, il y a une histoire du pirate codeur qu'on raconte à l'enfant qui va mettre en place tous les sons voyelles sous forme d'histoire. Je pense que vous la connaissez certains parce qu'elle est utilisée à un week-end de formation pour adultes. Nous l'avons simplement modifiée. C'est l'histoire du pirate qui est devenu sourd parce qu'il y a un accident, un naufrage. Et donc ça permet vraiment de manière ludique d'amener déjà les sons voyelles à l'enfant. On a créé un tableau également pour les configurations manuelles, aussi en thème avec le thème du pirate. Les 2 planches figurent dans le livre de consignes et on préconise vraiment que pour un enfant débutant, c'est intéressant d'avoir les 2 planches posées sur la table. Une photocopie en A4 et à tout moment, il peut s'y référer. Personnellement, j'utilise ça même avec un de mes élèves qui est polyhandicapé en institution, avec tous les enfants. J'ai fait des formats géants, et en fait, tous les enfants, du coup, j'ai même marqué sur les clés les sons auxquels ça correspondait, puis ça permet à tout le monde de participer. Le deuxième thème, c'est le pirate codeur. Là, on va se retrouver déjà dans la syllabe, où en fait, on a le pirate qui ne sait plus coder une syllabe et il faut l'aider. Comme vous verrez sur la carte tout à l'heure, on a décidé là de mettre l'écriture phonétique. Pour nous en tant que professionnels, c'est pratique parfois pour savoir de quel O je parle, si c'est un O ouvert ou un O fermé, et aussi pour sensibiliser les enfants à voir cette écriture phonétique. Notamment en ce qui concerne le tune speech, on va beaucoup utiliser après l'écriture phonétique avec les enfants pour mettre en place le code anglais. Et le dernier thème, c'est les intrus. Où là, on va se retrouver avec des cartes où il y aura 4 images, c'est des images où il y aura un intrus, c'est-à-dire qu'une des images ne va pas correspondre aux autres. On va commencer par... il y a 3 phonèmes qui vont être identiques en annonce de mots et le 4e va être différent. On aime beaucoup utiliser ces cartes déjà pour sensibiliser les enfants à l'usage du code, puisqu'en fait la lecture labiale va être identique, puisqu'elle est basée sur les sosillables. Je vais vous montrer les photos des cartes, ce sera beaucoup plus clair. C'est ça, bon. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la carte quels sont, ce que je vous disais au départ. On a une tête de pirate avec des propositions de phonèmes et l'enfant va nous entourer par rapport à la position des phonèmes qui nous correspondent. Au dos de cette même carte, on va retrouver la tête du pirate avec trouve un mot avec cette clé, avec ce trouve un mot avec ce son. Et en fait, l'idée, c'est que l'enfant doit proposer un mot et on peut être exigeant selon le niveau de l'enfant. Il va donne-moi un mot avec un de ces phonèmes en début de mot, au milieu du mot, à la fin du mot. On a la même chose avec les clés. Là, il n'y a qu'une photo avec trouver un mot avec la clé, mais au verso de la carte, on va retrouver
entoure la bonne réponse. Et il y aura les propositions. Là, on a le, on va se retrouver avec le chenieux, par exemple, ou meute-feu, je ne sais pas ce qui est écrit. Mais je laisserai regarder la voix tout à l'heure, ça sera. On a décidé de les mettre recto verso comme ça, parce que ça permet de soit de jouer qu'un côté de la carte, soit si vraiment on veut être intense avec l'enfant, on peut lui proposer les deux défis, quitte à lui donner 2 pièces d'or, pour rendre le truc plus attractif. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, ben voilà, entoure la bonne réponse, donne-moi un mot avec ce son. Le pirate codeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'arrive plus à coder la syllabe mot, donc là l'enfant va aller sur un plateau de jeu où il y aura des mains magnétiques et il va aussi essayer de mettre la clé au bon endroit. Et puis à chaque fois, évidemment, on reprend avec l'enfant le code et on le fait coder également. Je vais vous montrer le plateau. Voilà, donc là on a les 8 configurations manuelles. On a joué le pirate codeur et l'enfant va mettre la main au bon endroit. Et on associe soit au premier phonème, donc là en l'occurrence au M ou au O, si je prends l'exemple d'avant, l'image labiale. Donc il y a des différentes possibilités d'image labiale et il va les mettre sur la bouche du pirate. Les enfants aiment beaucoup cette étape parce que la bouche du pirate, c'est une belle bouche de femme avec un beau rouge à lèvres. Donc ils aiment assez le rendu final. Et ce plateau, il a une case syllabe aussi, ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut inventer soi-même ces syllabes, ou même chez les débutants. Moi, j'aime beaucoup utiliser simplement les petites cartes des alphas, que soit je magnétise et je mets sur mon dé, et on lance le dé, on se retrouve avec le phonème des alphas, ou simplement on les pioche, et puis on associe l'image labiale et la clé dans une position. Ça dépend. Voilà, les cartes intrus. Donc là, évidemment, il faut vérifier avec l'enfant auparavant qu'il visuel, qu'ils connaissent bien les différentes images si les enfants jouent entre eux. Et là, on va lui, soit sans voix, simplement lui dire les mots, sans code, où il va se rendre compte de la difficulté que le premier phonème, effectivement, c'est la même image labiale, puisque là, on a du feu et du vœu. Et après, on ajoute le code, et puis en général, l'enfant, il arrive à... S'il commence déjà à décoder des mots, il est tout content de trouver l'intrus. Ces cartes, les illustrations étaient un gros problème pendant ce jeu, puisque faire nos propres pictos n'était pas possible. Donc le jeu à la base était prévu sur des pictos qui viennent d'une base qui s'appelle Picto Selector, qui eux-mêmes sont des bases de données qui viennent de différentes bibliothèques. Et en janvier l'année passée, on s'est retrouvé avec une interdiction d'utiliser une partie des pictos. Donc on a dû tout changer et puis utiliser que des bases de données autorisées. Et du coup, il a fallu changer un peu en l'espace de 6 semaines, pas loin de vérifier de 500 pictogrammes, je pense, pour refaire les illustrations. Donc toutes sont pas magnifiques, on a fait ce qu'on pouvait, mais au moins on arrive à reconnaître les choses. Et tout cela sont répertoriés dans le livre de consignes et sont classés par Sodinavio, ce qui permet à nouveau de choisir les mots, les sons qu'on veut travailler avec l'enfant. Donc il y a des cartes intrus pour qui commencent par une boussole et des cartes intrus qui commencent par des sons de l'air. Donc ça c'est ce que nous avions vu. Ensuite, l'étape suivante, c'est le décodage semi-global. Donc là, on va se retrouver dans le mot. Et là, on a à nouveau 4 thèmes possibles qui ont chaque fois avoir leur petit aimant qu'on va les fixer sur le dé. Le premier thème là, que je vous propose, c'est le labyrinthe. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 planches de labyrinthe qui sont imprimées recto verso. D'un côté, on aura des dessins. De l'autre côté, on a des mots qui ne correspondent pas du tout au dessin. De l'autre côté, c'est vraiment indépendant. Et on va coder à l'enfant les 6 ou 7 mots qui sont sur la carte labyrinthe. Et lui va, avec son crayon, tracer le chemin
en voyant les différents dessins ou les différents mots. Là, on n'est plus forcément dans les sous-imageries, on se retrouve plutôt dans les mots de son proche, qui souvent posent aussi des problèmes. Là, l'enfant a deux possibilités, soit il relie avec son crayon effaçable, soit on a des petits jetons magnétiques qu'il va placer. Je ne sais pas si vous connaissez les ramasse-jetons magnétiques qu'on utilise dans les lotos, mais à la fin, il peut les ramasser avec son ramasse-jetons. C'est quelque chose qui est très ludique, que les enfants aiment beaucoup. La proposition suivante, c'est, ça ne parle pas chez vous, dans mon coffre, une planche magnétique où il y a 48 images qui sont proposées, avec le mot écrit au dos. Et on va coder 3 mots qui sont écrits sur une carte. C'est à nouveau des mots de son proche ou commençant par le même phonème. Et l'enfant va les choisir sur la planche magnétique les 3 mots qu'on lui a codés. Il va les placer dans un petit coffre en bois. Et après, on va lui demander de les sortir du coffre et puis de nous les coder, de nous dire ce qu'il a placé dans son petit coffre. Personnellement, là, je pense que j'ai mis les 48 images sur le plateau. À nouveau, en situation avec un enfant, je mets rarement toutes les images et je vais vraiment sélectionner celles que j'ai envie de travailler avec lui à ce moment-là. Et puis, 48 images, ça fait beaucoup quand il faut choisir rapidement, identifier déjà l'image. Et bien évidemment, au départ, on vérifie que c'est des images que l'enfant connaît. L'autre proposition de ce niveau orange, c'est les cartes vraies ou faux. Là, c'est des cartes où en fait on a un mot d'un côté, une illustration de l'autre. Alors on a le choix. Soit on montre à l'enfant le mot et nous on se débrouille pour coder l'image parce qu'on a quand même à savoir ce que c'est et puis de toute façon à nouveau on peut se refaire une lutte de consignes. Soit et l'enfant va lui montrer, on va coder ce qu'il y a sur la carte et lui va nous dire que si ce qu'on a codé correspond à ce qu'il voit. Donc typiquement, on pourrait avoir, qu'est-ce qu'il y a comme carte, une chaise dessinée et puis je vais coder le mot chèque. Donc c'est toujours des sons proches quand même, en l'occurrence ça commence par la même clé au départ. Et puis l'enfant il va me dire, ah ben non, on n'a pas du tout fait ça. Et puis du coup, après, on lui montre le mot écrit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment changer. Si un enfant n'est pas lecteur, bon, on lui montre l'image. Si on veut qu'il entre dans la lecture, on lui montre le mot et c'est nous qui codons le côté image. Oh, pardon. Là, on a les différentes cartes, justement. On a un saut qui est dessiné. Donc, de l'autre côté de cette carte, on a l'illustration du saut. Il y a un mot écrit qui peut être le saut ou je ne sais pas, peut-être autre chose, je ne les connais pas par cœur, comme il y a plus de 400 cartes dans le jeu. On a un dessin du labyrinthe aussi, où là, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des cartes labyrinthe avec des dessins. Il faut imaginer que ce labyrinthe 1, au dos de la carte, il y a le labyrinthe 3, où ça va être des mots, mais pas du tout des mots pour être au dessin, c'est des labyrinthes différents. Et on a une illustration de la carte dans mon coffre. Justement, on a les 3 petites images. Là, on a pommier, poney et bonnet. Donc, c'est quand même des sons bien proches, avec même les sous-images au départ. Et l'enfant choisit sur la planche d'image, il met dans son petit coffre. Et le dernier qu'on n'avait pas vu encore, c'est le début. Où là, donc, les cartes se jouent. On cache le recto au moment où on code, avec justement, moi j'aime bien proposer d'une main, je vais coder là par exemple le mot pain, et de l'autre main, je vais coder le saut, et l'enfant va retrouver la résolution du début. Alors, ils sont assez simples, mais on a vraiment essayé de couvrir à peu près toutes les tranches d'âge et puis toutes les étapes. Les répus, on peut aussi les utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on donne le mot à l'enfant, on va lui coder des pinceaux, et puis on va lui dire de décomposer les 2 images possibles.
Donc au recto de la carte, on a un pinceau dessiné avec le mot écrit en dessous. Je pense qu'on a des images justement des labyrinthes, voilà. Et puis de la planche image pour dans mon coffre. Donc là on voit que des magnétiques, bon, en l'occurrence on devait travailler les choses que sur le niveau orange. On a le petit coffre en bois, la planche avec les images, et puis les cartes, la carte défi. En dessous on a 2 labyrinthes, avec un labyrinthe où on voit surtout des illustrations, et l'autre avec des mots écrits. Les cartes défi correspondantes, et puis le crayon, ou les petits jetons magnétiques. Le dernier niveau, on entre dans la phrase, en mettant avec le sens, on va travailler également les prépositions spatiales. Et là, on a des cartes charades. Où là, je me suis rendu compte que pour certains des jeunes avec qui je travaille, ça devient très compliqué de décoder, de mémoriser ce que je trouve en moment où je décode, et de réfléchir en même temps que je décode à la solution. Ça demande pas mal de travail à certains enfants. Donc pour ces cartes charades, à nouveau on cache le recto de la carte avec une boîte du jeu, puisque les différentes cartes défis sont séparées par des intercalaires, et on peut utiliser à tout moment un de ces intercalaires. On a des phrases codées une ou deux. Donc on a 2 phrases qui sont écrites sur le côté d'une carte. Les 2 ont du sens, mais elles ont des sons proches, et puis elles demandent beaucoup d'attention au niveau du code. Je pourrais vous donner comme exemple, il est 2 heures du matin, il est 2 sœurs. Non, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Je n'ai pas en tête. Je vais en chercher. Voilà, j'ai ma petite carte. Phrase codée 1 ou 2. J'en choisis une que je code à l'enfant. Maxime a garé sa voiture sur la plage. L'autre proposition, c'était Maxime a cassé sa voiture sur la place. Donc tout est très proche. Les 2 ont du sens. Et après, je montre la carte à l'enfant, puis il me dit, s'il n'a pas déjà trouvé avant, il s'est écrit la bonne réponse, ce qui est souvent le cas. Sinon, je lui propose la carte, et il me dit laquelle était la bonne. Donc là, mes cartes sont recto verso, on ne cache rien. On a fait beaucoup de recto verso pour essayer d'économiser un peu la place. Et puis le matériel, la boîte pèse déjà plus de 3 kilos, donc je pense que si on ne faisait pas du recto verso, on se retrouvait avec une boîte à 6 kilos et puis des coûts exorbitants. Ensuite, on va avoir des phrases tordues, pas tordues, avec un petit personnage, où là, contrairement à phrase codée, on va se retrouver à chaque fois avec une phrase qui n'a pas de sens. Et l'erreur de sens va porter soit sur un nom, en général, ou sur une préposition. Après, il y a quelques cartes dans la boîte où c'est l'un de l'autre. Et là, typiquement, on va cacher la réponse avec une autre carte. Et en exemple, quand j'ai une phrase tordue, une préposition, je vais coder à l'enfant « Vous êtes furieux ».
furieux sur nous. Sur nous. Est-ce que ça a du sens ou pas? Alors là, parfois, certains élèves arrêtent de décoder. On vient de dire, mais on raconte quoi? Et puis en fait, ils me disaient non, ça va pas, ils ont un petit personnage qui lève, qui a une tête tordue, comme on l'a tout à l'heure. Et ensemble, on lui demande de nous donner la bonne préposition, qui est écrite au verso. Voilà les différentes cartes. Non, pas encore. Le dernier thème, c'est où ça? Où ça permet typiquement de travailler les prépositions spatiales. Donc il y a deux petites scènes format A5. Une sur le pont du bateau, une autre le naufrage. Le naufrage, en plus, il y a une petite partie qu'on peut déplier pour cacher des petits jetons magnétiques derrière. Et là, on a deux possibilités. Soit l'enfant place un jeton derrière le buisson. Il le fait, et on vérifie avec lui si c'est bon. Soit on peut poser aléatoirement plusieurs jetons sur la petite planche, et on lui demande d'enlever la phrase Pompadour, celui de la phrase Pompadour. Voilà, on a une image des différentes cartes dont on a parlé, les phrases codées 1-2, les tordus ou pas tordus, prépositions et non. On voit que pour les identifier dans la boîte, on les a non seulement sont séparés par des intercalaires, en plus on a mis des petits P ou des petits L en haut à droite. Les charades. Et les cartes où ça, le naufrage, le verso, où ça, le pont du bateau. Là, on a des images, justement, des petits personnages tordus, pas tordus. Et puis des scènes de bateau, avec le ramasse-jeton magnétique. Je suis désolée, les photos ne sont pas de très très bonne qualité. On s'est rendu compte que c'est très très difficile de faire des bonnes photos d'un matériel de jeu. Et là, je pense qu'on va faire appel à un photographe animalier qui a l'avantage d'avoir un gros appareil, voir s'il arrive à faire mieux que nous. Donc, si on résume, le pyracodeur se veut être un matériel complet, évolutif pour couvrir toutes les étapes du décodage. Dans la partie analytique, on se retrouve avec 76 cartes défis qui représentent 13 cartes qu'elles sont, recto verso. 33 cartes de pyracodeur, pour lesquelles, par rapport à la version initiale, on a rajouté des phonèmes comme le E, qui n'étaient pas dans la mémoire. Et 30 cartes intrus également recto verso. Ils commencent soit par un phonème voyelle, soit consonne. Il y a volontairement des mots compliqués par rapport à la version initiale. Et ça, c'est surtout justifié par le fait qu'on s'est rendu compte que le jeu plaisait même aux plus grands. Le niveau orange, même chose, 101 cartes défi, 32 cartes rébus. Donc là, le rébut d'un côté, la solution au dos. 10 cartes dans mon coffre recto verso. 9 cartes labyrinthe, avec un côté les cartes avec des dessins, de l'autre côté des mots. Et les 50 cartes près au fond. Et le dernier niveau, les cartes violettes. Avec les 140
42 qui a rectifié, enfin je vous laisse lire en fait. Alors, une petite photo de l'intérieur de la boîte, avec le livre de consignes posé sur le dessus. Vous pourrez les lire là, ce sera plus simple. Les cartes sont rangées dans des casiers par rapport à leur niveau. Alors, afin de permettre à la boîte de tenir sur une étagère standard, on a gagné 1 cm. Du coup, on conseille vivement d'enlever une partie des cartes quand on joue, de les mettre derrière, sinon c'est un petit peu serré. Et puis, ça a été rendu possible par toutes les personnes qui sont citées. Nos généreux donateurs, puisque même pour la Fondation Acapella, le projet était trop gros. Ils ne se voyaient pas investir autant d'argent dans un jeu de société, même pour le bien des enfants malentendants et pour le décodage. Donc du coup, on a été aidé par pas mal d'entreprises genevoises, des fondations, ainsi que l'association suisse, les codeuses interprètes et la LPC suisse ont participé. Le jeu a entièrement été réalisé par des personnes en situation de handicap, dans les ateliers protégés des EPI à Genève. Et on remercie aussi les personnes qui nous ont autorisé gracieusement à utiliser leur pictogramme. Parce qu'il y a un an en arrière, le projet a fallu capoter pour des histoires d'autorisation dont on n'avait pas de réponse, et puis tout d'un coup, c'était plus possible. Dans le livre de consigne, on a également le lien pour retrouver le travail de mémoire à l'INSEE, qui regrette de ne pas être avec nous aujourd'hui. Elle avait prévu de venir, mais malheureusement, pour raison de déménagement de ses locaux, c'est pas possible. Et l'étape suivante, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser? Donc, je vous inviterai pendant la pause tout à l'heure pour observer le jeu, poser toutes les questions aussi que vous voulez. Donc ce jeu ainsi que les autres documents qui ont été proposés tout à l'heure sont en vente par la Fondation Acapella. Ils sont disponibles sur le site de la Fondation Acapella. Il y a un kiosque où on peut faire ses commandes. Donc n'hésitez pas à bien regarder le matériel quand vous l'avez sous les yeux pour après pouvoir faire vos commandes si vous le souhaitez. Donc, excusez-moi, quel est le prix? Quel est le prix? Ah, je vais le donner en euros, ce sera plus simple. Oui, bah oui. 75 €. D'accord, merci. Sachant que malheureusement la boîte est lourde, donc il y a des frais d'expédition qui se rajoutent. Alors en allant, comme j'habite pas très loin de la frontière, Genève étant entourée de la France, je vais les poster en France pour diminuer de moitié le prix. Actuellement, on a produit 100 boîtes en fait, donc ça a été un peu la complexité aussi, puisqu'à chaque fois qu'on demandait des devis quelque part, tous les créateurs de jeux, réalisateurs de jeux, les 100 boîtes, ça ne les intéressait pas. Alors du coup, on a réussi à le faire à Genève, ce qui était une volonté, mais on avait demandé des devis en France également dans des petites sociétés, et le prix était identique, c'est-à-dire que pour réaliser une boîte de genre, on se retrouve à un prix de revient de plus de 220 francs suisses. Donc sans les nombreux sponsoring obtenus, elle n'aurait jamais vu le jour en fait. Donc, vous avez également d'autres documents de la LPC de France qui sont disponibles sur une table au fond de la salle. Et vous pouvez consulter également, commander si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas non plus à l'entrée, il y a des plaquettes et de la lettre d'information de notre association, si vous voulez connaître un petit peu plus ce que nous avons fait cette année. Donc elles sont en libre service, donc n'hésitez pas à vous servir. Et vous remarquerez que les personnes ont des petits badges
soit des bergerons anglais. Ce sont des personnes de l'association qui sont là pour répondre à toutes vos questions sur ce que nous faisons, sur le LPC en général. Donc n'hésitez pas à aller vers elles si vous voulez. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a les plaquettes, mais des bulletins d'adhésion pour ceux qui veulent adhérer et rester informés de notre association. Alors, une petite question. Pas directement sur votre matériel. Vous disiez tout à l'heure que malheureusement peu de familles utilisaient le code. Et donc du coup, je voulais savoir qui pose l'indication de l'utilisation du code, si ce ne sont pas les familles. Je pense qu'Hélène va me rejoindre pour répondre, puisque là, c'est elle qui va être concernée. Mais là où c'est assez paradoxal, c'est que lorsqu'on organise, la LPC organise des week-ends de formation à Villars pour apprendre le LPC, c'est 2 fois par année 250 personnes. C'est énorme. Donc les familles sont souvent pleines de bonnes intentions, elles ont envie de commencer le code. Alors je ne sais pas si c'est le rythme de vie en Suisse qui est plus stressant qu'en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles se font rattraper par leur quotidien. Alors pour vivre en Suisse depuis à peu près 25 ans, parce que je suis française à la base, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une grosse évolution en Suisse. Quand je suis arrivée en Suisse il y a 25 ans, dès que les femmes avaient des enfants, elles arrêtaient de travailler. Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant, puisque les niveaux de vie d'une ville comme Genève est assez élevé. Donc souvent, les gens sont obligés de travailler à 2 parce que les loyers ont un prix exorbitant. Alors les gens se font rattraper par leur quotidien, par le travail. En plus, Genève est une ville très polyglotte, donc on a des familles qui n'utilisent pas forcément le français à la maison. Ça peut être de langue. Et du coup, les parents ne se sentent pas aptes à coder, je peux dire ça comme ça. On a des parents qui ne se sentent pas le courage de coder, ils ne perçoivent pas les phonèmes de la langue française, et du coup, ils n'utilisent pas le code LPC. Et ils sont venus à Villars, certains, et du coup, même nous, maintenant, en tant que professionnels, on a tellement envie qu'ils viennent à Villars, parce qu'on trouve tellement important que quand même ils partagent ce week-end avec leur enfant, qui rencontrent d'autres personnes qui sont dans la même situation, que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants malentendants, que finalement on n'exige plus d'eux qui participent à des week-ends, qui participent aux ateliers de code. Alors ils viennent donner un coup de main, ils vont participer aux activités, mais si on leur demandait de coder, ils ne venaient plus. Parce que voilà, le handicap de la langue. C'est un peu ça, hein. Alors c'est vrai que maintenant une partie de mon travail, c'est ça, la Fondation m'a engagé au mois de septembre pour le décodage, pour essayer de mettre en place, de trouver des solutions pour déjà que les enfants, on arrive à améliorer leur capacité de décodage, de voir ce qui se fait ailleurs. Donc je suis très contente de venir ici. Je collabore beaucoup avec un centre à Mulhouse. Et maintenant, on va probablement créer une plateforme où on va pouvoir déposer du matériel, travailler avec d'autres centres pour justement que les codeuses soient mieux outillées et qu'ils n'aient pas besoin à chaque fois de se lancer dans la réalisation de matériel qui, en fait, on fait sur notre bénévole, c'est du bénévolat. Quand on fait du matériel, on n'est pas payé, c'est complètement fait sur notre temps libre. Je réponds juste rapidement. Il y a des orthophonistes qui nous envoient des enfants. Et il y a des enseignants spécialisés en surdité. Souvent, on travaille en partenariat avec les enseignants spécialisés en surdité. Et c'est aussi parfois des parents qui ont parlé à d'autres parents et qui disent que le code existe. Et dans ce cas-là, moi, en tant qu'orthophoniste et responsable du SAI, j'évalue si j'estime que ça va être adéquat ou voilà, s'il y a une chance que ça puisse aider l'enfant. Voilà à peu près quelles sont les personnes qui envoient des enfants. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, c'est toujours qu'avec l'accord des parents, il faut que les parents soient demandeurs. On n'impose pas le code, même si l'enseignant tout à coup dit ça ferait bien, et si les parents nous disent non, on ne le fait pas. Voilà. Donc, surtout sur les mêmes problématiques que ici, il faut d'abord arriver à informer les familles pour qu'ils sachent que le code existe pour pouvoir en faire la demande.
Oui, mon premier travail avec les familles, c'est de les recevoir du coup, je les reçois dans mon cabinet et je leur explique ce que j'ai fait là, qu'est-ce que c'est que le code, à quoi ça sert et en quoi ça pourrait être utile à mon enfant. On réfléchit ensemble pour ça, pour voir si ça serait utile. Il n'y a pas de dépistage néonatal organisé en Suisse? Si. Il est systématique. Oui. Le Par exemple, dépistage. à l'issue de la phase diagnostique, les parents doivent être informés de tous les moyens de communication. Ils ne le sont absolument pas. Les centres d'implants étaient hostiles et maintenant ils sont un tout petit peu moins hostiles. Parce que pour eux, il n'y a que de l'entraînement auditif, il faut faire de l'entraînement auditif et c'est tout. Donc il y a du travail à faire à ce niveau-là. Oui. Et, moi, vraiment, j'y vais à petits pas et j'essaye de faire entendre que c'est utile. Mais je sais qu'un médecin du centre de Genève reproche clairement leur problème, c'est qu'ils estiment que les interprètes ne sont pas suffisamment formés. Donc rien que pour ça, ils n'envoient pas d'enfants. Ou alors, des fois, c'est parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire de publicité. Oui, faire de publicité au code. Mais bon, encore une fois, c'est pas plus lucratif. Bref. Et c'est très dommage. Ça s'améliore un petit peu quand même, puisque quand j'étais en formation, il y avait même un médecin audiologiste à Lausanne qui clairement ne voulait rien d'autre. C'était même plus de l'implant, là. Il faisait que des réglages d'appareil, mais c'était exclu qu'il y ait autre chose que de l'auditif. Et d'ailleurs, il y avait une maman d'enfant malentendant, 2 enfants dans ma classe à l'époque. Et en fait, on a assisté à des combats via journaux interposés, quoi, entre le médecin et puis les associations, l'association suisse des parents déficients auditifs. C'est ça, l'ASPEDA, où en fait, ils se renvoyaient par courrier interposé des jolies phrases. Et lui, il y a 3 ans en arrière, lors d'une formation à Lausanne, on a tous été étonnés, il a reconnu que seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis et qu'il remet sur sa position. Depuis, il a pris sa retraite. Mais par contre, il avait préconisé du code pour plusieurs des enfants avec lesquels je travaille, sachant que je travaille sur le canton et le canton de Genève. Et ça, c'était bien. C'était un grand revirement. Il y a des logopédistes qui travaillent aux hôpitaux universitaires de Genève. Et une de ces logopédistes, une fois, m'a demandé du code pour un enfant. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise, hein, vraiment, parce que j'étais très étonnée. Mais en même temps, elle demandait qu'on intervienne alors que l'enfant il avait déjà 7 ou 8 ans. Et en fait, il fallait vraiment jouer les pompiers de service parce que ça n'allait pas du tout. Donc c'est pour ça que moi je dis que ce serait quand même bien qu'on fasse de l'éducation précoce plutôt que de voir l'enfant il souffre. Donc voilà, c'est compliqué, ça met une pression de dingue à tout le monde, à l'enfant en premier, à la codeuse qui arrive parce que là je parle vite. Donc voilà, à la codeuse parce que voilà, il y a comme un défi et à la famille, ça serait quand même plus simple si on pouvait faire les choses sereinement et plus tôt. Et puis c'est cette même logopédiste qui une fois m'avait dit qu'elle m'interdisait de faire du code avec un enfant. Voilà, j'ai répété. Merci. Donc on pourra voir comment ça se passe au moment du diagnostic de surdité tout à l'heure avec le docteur Baladi qui viendra. On pourrait aussi voir avec elle comment elle en parle et comment on peut parler du LPC dès le diagnostic pour que chaque parent puisse être informé, puisque vous savez que quand vous avez un enfant sourd, on vous demande sur les dossiers de la MDPH, la Maison des personnes handicapées, quand vous remplissez, de faire un choix. Et comment choisir entre des choses qu'on ne connaît pas. Donc, beaucoup d'informations qu'on va faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui. C'est toujours les mêmes. J'ai 2
Il y a une chose qui m'a surprise dans vos présentations respectives, que je trouve intéressant, c'est cette volonté chaque fois de faire participer les autres enfants entendants. Alors ça, je trouve ça super bien. Voilà. Donc, je trouve que c'est positif. C'est pas une question, mais c'est une réflexion. Oui, alors je m'en mets là. Donc, service d'aide à l'intégration. Donc, ça veut dire l'intégration dans l'école, mais aussi l'intégration au milieu des pairs. Parce que c'est pas rare que les enfants soient isolés. Et surdité, c'est un handicap invisible et de la communication. Donc, c'est chouette quand tout à coup, il y a un copain qui se prend aussi de passion pour le code et qui se met à coder avec l'enfant sourd. Et après, il y a des gens qui deviennent codeurs. Ça arrive. On arrive là. Je trouve que c'est très bien d'avoir ce souci-là. C'est vraiment bien. Franchement, c'est bien. Et ils peuvent en bénéficier de toute la classe. Oui, toute la classe. Il y a 2 ans. Là, c'est par rapport au code allemand. Il y a 2 ans, les enfants en Suisse commencent l'allemand en équivalent de la 5e primaire. Ça va faire un CE2, je pense, à peu près. Et en fait, l'enseignante, quand elle a vu que je mettais en place le code allemand, que j'expliquais les phonèmes, et puis qu'en allemand, chaque son est prononcé, enfin, chaque lettre est prononcée, pardon, donc chaque lettre est codée. Alors même s'il y a des raccourcis qui sont mis en place pour nous éviter de faire les doubles clés, et bien toute la classe en a bénéficié. On a fait du code allemand avec toute la classe, avec les 20 élèves. Où en fait, ils ont appris à coder des diphtongues, à le prononcer juste, ils ont eu un vrai cours de phonétique en fait de langue allemande. Et à la fin de l'année, dans la fête de fin d'année, ils ont tous codé ensemble pour les parents, une petite comptine, une sorte de chat, je ne me rappelle plus exactement. Et ça, c'est chouette. C'est chouette pour l'enfant malentendant. Et cette élève, en l'occurrence, elle est très très bien intégrée dans sa classe, mais à chaque fois, elle est quand même très très contente quand un de ses camarades a la volonté de coder. Et là, cette année, depuis le travail avec son enseignante qui est malentendante aussi, elle porte des appareils auditifs. Et en fait, je leur ai pris les cartes codées, vous connaissez peut-être, qui sont vendues en France, faites par les logopédistes, les codeuses. Et en fait, je leur ai pris les jours de la semaine, et je les ai collés dans une armoire. Et en fait, il y a eu des élèves, ça y est, au bout d'un mois, là, ils codent tous les jours de la semaine. Et ça, c'est super, parce que mon élève, elle est super contente, puis du coup, il voit autre chose. Et pourtant, c'est des enfants qui sont à l'âge de 6e, non plus chez les tout petits. Parce que chez les tout petits, c'est facile à mettre en place, puisque comme disait Hélène avec les gommettes, ils apprennent les sons, chacun a son petit fascicule, colle sa gommette, tout le monde code ensemble. Après, la codeuse peut s'investir et puis faire le prénom codé de chaque enfant. On a fait des cartes de vœux aussi codées, enfin on a fait plein de choses avec des découpages. Mais après, c'est difficile en raison des programmes scolaires. Donc là, cette année, d'avoir 2 classes de l'équivalent de 6e qui ont voulu encore rentrer dans le code, c'est assez extraordinaire. C'est la volonté des enseignants aussi. Il faut des enseignants qui soient prêts à prendre un peu de temps pour ça. D'autres questions? Donc, nous vous offrons pendant la petite pause un petit goûter, des petits rafraîchissements si vous voulez. Vous verrez les enfants aussi qui sont en garde dans les différentes salles de la maison des associations qui vont venir nous rejoindre. Et donc après la pause, donc on reprendra à 16h30. Le docteur Barnedi nous présentera le dépistage à la naissance, ou le dépistage tout court qu'elle pratique. Des enseignantes, Rachel Casta et Magali Betrem, nous parleront de comment ça se passe d'accueillir un enfant sourd dans sa classe, et les jeunes viendront témoigner. Donc je vous laisse la petite pause. N'hésitez pas à aller voir tous les gens qui ont des petits badges si vous voulez des informations sur l'association. Et à tout à l'heure.